Bienvenue sur la chaîne Les livres prennent la parole. Ici, les grands textes de la littérature viennent te parler directement. Ils te racontent leur histoire, leurs personnages, leurs questions, et pourquoi ils peuvent encore changer ta façon de voir le monde aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va écouter la voix d'un monument de la littérature russe, Les Frères Karamazov, de Fyodor Dostoïevski. Ce roman a été publié d'abord sous forme de feuilleton dans la revue Le Messager russe entre 1879 et 1880, avant de paraître en volume en 1880. C'est le dernier grand roman de Dostoïevski, celui dans lequel il rassemble toutes ses obsessions: Dieu, le mal, la liberté, la culpabilité, la famille. Avant de résumer l'histoire, je te propose une très courte présentation de Dostoïevski, pour comprendre d'où viennent la noirceur et la profondeur de ce livre. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou, dans une famille de la petite fonction publique. Son père est médecin dans un hôpital pour pauvres, sa mère est décrite comme douce et pieuse. Il grandit donc au contact de deux réalités: la souffrance humaine, la misère, la maladie, et, en même temps, une éducation empreinte de foi orthodoxe et de lecture. À 20 ans, il se lance dans la littérature, mais très vite, sa vie bascule. Il est arrêté pour avoir participé à un cercle intellectuel jugé subversif par le pouvoir tsariste. En 1849, il est condamné à mort, conduit devant le peloton d'exécution, et à la dernière minute, sa peine est commuée en bagne en Sibérie, puis en service militaire forcé. Cette expérience du face-à-face avec la mort, puis des années de travaux forcés, laisse une marque profonde sur lui. Il souffre aussi d'épilepsie, de dettes chroniques liées au jeu, et connaît de nombreux drames personnels. Malgré cette vie tourmentée, il écrit certains des romans les plus importants du XIXe siècle. Crime et châtiment, L'idiot, Les démons, et enfin Les Frères Karamazov, publié peu avant sa mort en 1881. Son œuvre explore la psychologie humaine dans ses contradictions les plus extrêmes: la sainteté et le crime, la foi et le blasphème, la liberté et la destruction. Et Les Frères Karamazov est sans doute le roman où tout cela est poussé le plus loin. Voilà pour l'homme. Maintenant, laissons la parole à son livre, et entrons dans le monde tourmenté des frères Karamazov. Partie 1. La famille Karamazov, un père indigne et des fils perdus. L'histoire se déroule dans une petite ville de province en Russie. Au centre, il y a le père, Fyodor Pavlovitch Karamazov. C'est un homme vulgaire, ridicule, égoïste. Il boit, il poursuit les femmes, il se moque de ses fils, il pense à l'argent et au plaisir avant tout. C'est un père qui n'assume aucune responsabilité. Chacun de ses fils porte en lui l'ombre d'une mère brisée par ce mariage. D'abord, Dmitri. La mère de Dmitri s'appelle Adlaïda Ivanovna Miusov. C'est une femme de caractère, issue d'un milieu plus élevé que celui de Fyodor. Au début, elle épouse ce séminariste pauvre dans un mélange de romantisme et de provocation. Mais très vite, le mariage devient un cauchemar: disputes, humiliations, excentricité de Fyodor. Adlaïda finit par fuir ce mari insupportable, abandonne le foyer et meurt loin de lui, dans la pauvreté et la solitude. Dmitri, leur fils, est alors ballotté d'un tuteur à un autre, sans vraie stabilité affective ni soutien paternel. Dmitri, l'aîné, porte en lui cette histoire de fuite, de colère et d'abandon. Il est impulsif, excessif, violent parfois, mais aussi capable de grande générosité. Il a des dettes, il se bat pour récupérer un héritage qu'il pense que son père lui doit, et il est déchiré entre deux femmes: Katerina Ivanovna, sa fiancée officielle, et Groushanka, une femme libre, provocante, qui attire à la fois le père et le fils. Ensuite, Ivan. La mère d'Ivan s'appelle Sofia Ivanovna. C'est une jeune femme fragile, orpheline, presque recueillie, et mariée à Fyodor comme un objet de transaction. Très pieuse, très sensible, elle ne supporte ni les moqueries ni la vulgarité de son mari. Sa santé mentale se dégrade, crise nerveuse, cris, effondrement. Elle vit dans la peur et l'humiliation, puis meurt assez tôt, épuisée par la souffrance et la maladie. Fyodor, une fois de plus, ne prend aucune responsabilité réelle, ni pour sa femme ni pour ses enfants. Ivan grandit avec cette mémoire d'une mère écrasée par la folie et la médiocrité du père. C'est l'intellectuel de la famille, un esprit brillant, logique, sceptique. Il est obsédé par la question du mal et de la souffrance des innocents. Il ne sait plus vraiment s'il croit en Dieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne supporte pas le monde tel qu'il est, et il cherche des réponses dans la pensée, dans la révolte, dans le doute. Vient ensuite Alyosha. Alyosha est lui aussi le fils de Sofia Ivanovna, la même mère qu'Ivan. Il n'a gardé d'elle que des souvenirs flous, une figure douce, très croyante, marquée par la douleur. La folie et la mort de sa mère, la lâcheté de son père,
Tout cela l'oriente, très jeune, vers une quête de sens et de consolation ailleurs que dans la famille. Il se tourne vers la foi et le monastère. Alyosha est le plus jeune des frères. Il est novice dans un monastère et disciple d'un vieux moine respecté, le starets Zosima. C'est un personnage de douceur et de bonté, qui essaie de réconcilier les autres au lieu d'envenimer les conflits. Là où Dmitri explose et où Ivan doute, Alyosha essaie d'aimer, de pardonner, d'apaiser. Et puis il y a Smerdiakov. Pour lui, l'histoire est encore différente. Sa mère est une mendiante simple d'esprit, surnommée Lisaveta Smerdiakchaïa, Lisaveta la puante. Elle erre en ville, vulnérable, moquée, presque sans défense. Un jour, elle est retrouvée enceinte. Tout le monde soupçonne Fyodor Pavlovitch de l'avoir mise enceinte, mais rien n'est officiellement reconnu. Lisaveta meurt en couche, en laissant derrière elle un enfant déjà marqué par la honte et le mépris. Cet enfant, c'est Smerdiakov. Il grandit comme un inférieur, domestique, humilié, méprisé. Froid, silencieux, sarcastique, il observe tout, encaisse tout, sans qu'on le prenne vraiment au sérieux. Il est, lui aussi, un fils de Fyodor, mais un fils niais, rejeté dans l'ombre. Dès les premières pages, on sent que cette famille est une bombe à retardement. Un père indigne, des mères détruites, des fils blessés, des secrets, des humiliations. Tout est réuni pour que quelque chose de grave arrive. Après avoir posé le décor familial, on peut maintenant regarder comment les conflits vont s'envenimer. Partie 2. Conflit d'argent, de désir et de fierté. Après avoir compris d'où viennent les blessures de chacun, on voit comment tout cela se transforme en conflit ouvert. La tension se concentre surtout entre Dmitri et son père. Dmitri arrive dans la vie de Fyodor Pavlovitch avec, déjà, un lourd héritage. Une mère qui a fui ce mari insupportable, une enfance ballottée, un sentiment d'injustice et d'abandon. Alors, quand il pense que son père lui doit de l'argent, l'héritage de sa mère, ce n'est pas seulement une question de roubles, c'est une question de dignité. Dmitri est persuadé que Fyodor Pavlovitch a détourné une partie de la dot d'Adelaïda Ivanovna. Il réclame cet argent avec une violence presque désespérée. Le père, lui, joue avec lui. Il promet, il se rétracte, il ment, il humilie. La question de l'héritage devient un prétexte pour réveiller toute la colère accumulée depuis l'enfance. À cela s'ajoute Grushenka. Dmitri en est fou amoureux. Mais Fyodor Pavlovitch désire la même femme. Le père et le fils deviennent rivaux en amour. Ce n'est plus seulement une histoire d'argent, c'est une lutte d'orgueil, de désir, de fierté blessée. Pendant ce temps, Katerina Ivanovna, la fiancée officielle de Dmitri, souffre. Elle l'aime, mais il la trahit, il s'humilie devant elle, il se compromet pour de l'argent, pour l'amour, pour son propre chaos intérieur. Ivan, lui, commence à éprouver des sentiments pour Katerina, ce qui crée un triangle amoureux trouble, où chacun oscille entre amour, devoir, vengeance et sacrifice. À travers ces tensions, Dostoïevski ne raconte pas seulement une dispute d'héritage ou une jalousie amoureuse. Il montre comment les blessures d'enfance, la honte des mères, l'absence de père et le besoin de reconnaissance peuvent pousser des êtres humains au bord de la catastrophe. Pendant que Dmitri s'enflamme et que les passions grondent dans la maison Karamazov, un autre chemin s'ouvre dans le monastère, là où Alyosha cherche une autre manière de vivre. Partie 3. Le monastère et le starets Zosima, la voix d'Alyosha. Face au chaos de la maison Karamazov, le monastère apparaît comme un autre monde. C'est là qu'Alyosha, marqué par la fragilité et la mort de sa mère Sofia Ivanovna, va chercher un sens différent à sa vie. Il se tourne vers le starets Zosima, un vieux moine respecté pour sa sagesse et sa bonté. Zosima enseigne une idée dérangeante, mais centrale dans le roman. Chacun est, d'une certaine manière, responsable de tous et de tout. Ce n'est pas une phrase abstraite. Elle veut dire, tu ne peux pas juste accuser les autres, ton père, ta famille, la société, Dieu. Tu dois reconnaître aussi ta propre part de responsabilité dans ce qui va mal autour de toi, dans les souffrances que tu vois. Alyosha est profondément touché. Lui qui a grandi dans une famille déchirée, avec le souvenir d'une mère malheureuse et d'un père indigne, découvre une autre logique. Au lieu de répondre à la violence par la violence, à l'injustice par la haine, il est possible de répondre par la compassion, par le pardon, par une responsabilité active. Mais la foi d'Alyosha est mise à l'épreuve. Quand Zosima meurt, son corps se décompose très vite. Certains attendaient un miracle, un signe spectaculaire de sainteté. Ne voyant rien de tel, ils se moquent, ils critiquent, ils se scandalisent. Alyosha traverse alors une crise intérieure. Sa foi vacille. Comment croire encore si les saints ne sont pas récompensés par des signes extraordinaires? Peu à peu, pourtant, il reconstruit sa confiance, mais sur autre chose que des miracles.
sur l'amour concret des autres, sur la douceur, sur le fait de prendre soin de ceux qui souffrent, comme ses frères et les enfants qu'il rencontre. Pendant qu'Alyosha cherche dans la foi une réponse au mal, Ivan, lui, l'affronte par la pensée, la révolte et le doute. Partie 4. Ivan et le problème du mal. Tout est-il permis? Si Dmitri porte en lui la rage de sa mère humiliée et abandonnée, Ivan porte la trace de Sofia Ivanovna, cette mère hypersensible, écrasée par un mariage destructeur. Ivan est obsédé par une question. Comment accepter un monde où des innocents souffrent, en particulier des enfants? Il collecte des histoires atroces, des exemples de cruauté infligée aux plus faibles, et les raconte à Alyosha. Pour lui, un monde où l'on doit accepter la souffrance des enfants comme prix à payer, pour une harmonie future est un monde inacceptable. Sa conclusion est radicale. Si le prix du monde tel qu'il est, c'est une seule larme d'enfant innocent, alors il refuse ce monde-là. À partir de là, une idée se dessine en filigrane. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Sans Dieu, il n'y a plus de normes absolues, plus de bien ou de mal objectivement garantis. Juste des êtres humains livrés à eux-mêmes, avec leur liberté parfois insupportable. Ivan invente alors la légende du grand inquisiteur. Il imagine le Christ qui revient sur terre, à l'époque de l'Inquisition. Un inquisiteur le fait arrêter et lui explique que les humains ne veulent pas vraiment la liberté. Ils veulent du pain, des miracles, des règles claires. La liberté, pour beaucoup, est trop lourde. Ce récit résume le dilemme d'Ivan. D'un côté, la liberté totale semble impossible à assumer. De l'autre, renoncer à la liberté, c'est trahir ce qui fait l'humain. Ivan ne commande aucun meurtre. Mais ses idées, son scepticisme, sa manière de poser la question du bien et du mal vont être écoutées attentivement par Smerdiakov, le fils illégitime, celui qui a grandi dans le mépris et la honte. Pendant qu'Ivan se perd dans ses réflexions, les tensions entre Fyodor Pavlovitch et Dmitri, elles, montent dangereusement. Partie 5. Le meurtre de Fyodor Pavlovitch. La situation devient explosive. Dmitri, porté par la colère, les dettes, la jalousie, menacé par l'ombre de sa mère trahie et de son héritage contesté, menace plusieurs fois son père. Il le fait devant témoins, dans des accès de rage où il laisse entendre qu'il pourrait le tuer. Il rôde autour de la maison, obsédé par l'idée de récupérer l'argent qu'il estime être le sien. Toute sa vie de fils aîné abandonné, humilié, rejeté lui revient en pleine figure. Une nuit, le drame a lieu. Fyodor Pavlovitch est retrouvé assassiné, le crâne fracassé. Dans le même temps, Dmitri adopte un comportement plus qu'étrange. Il a en sa possession une grosse somme d'argent. Il semble fuir. Il dépense soudainement. Il est agité, incohérent. Aux yeux de la police et de la justice, tout est limpide. Il y a un mobile, l'héritage, la haine, la rivalité amoureuse. Il y a des menaces répétées. Il y a l'attitude suspecte de Dmitri juste après le crime. L'enquête semble presque superflue. Tout désigne Dmitri, ce fils explosif, instable, excessif. Mais le roman nous laisse voir autre chose. Dans l'ombre, Smerdiakov a joué un rôle central. Le fils illégitime, celui qui n'a jamais été reconnu, celui dont la mère est morte dans la honte, celui qu'on a toujours traité comme un inférieur, a observé tout le monde. Il connaît les habitudes de la maison. Il sait que Dmitri est capable de perdre le contrôle. Il comprend les failles de chacun. C'est lui qui organise la situation pour que tous les soupçons retombent sur Dmitri. Et lorsqu'il parle à Ivan, il laisse entendre que son geste n'est, au fond, que la mise en pratique des idées qu'il a entendues. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de justice absolue, alors pourquoi ne pas faire ce que tout le monde rêve en secret de voir arriver? Le meurtre est commis, la famille éclate, et la justice humaine va maintenant entrer en scène. Partie 6. Le procès de Dmitri, justice humaine et injustice morale. La fin du roman est largement occupée par le procès de Dmitri. Le tribunal veut un récit simple, un coupable clair. Et tout, ou presque, pointe vers Dmitri. Son caractère violent, ses dettes, ses menaces publiques, sa jalousie envers son père, l'argent retrouvé sur lui. Le procès devient un spectacle. Les avocats et les témoins ne parlent pas seulement de ce qui s'est passé la nuit du meurtre, mais de la nature, des Karamazov, de leurs excès, de leur sensualité, de leur violence. On juge à la fois un crime et une famille au passé tragique, avec ses mères détruites, ses fils dévoyés, son père indigne. Dmitri, lui, nie avoir tué son père. Il reconnaît être capable moralement de l'avoir fait. Mais il affirme que ce crime précis, ce coup porté cette nuit-là, ce n'est pas lui. Il se sent coupable d'autre chose. De ses mensonges, de ses humiliations, de la souffrance infligée à Katerina et à Grushenka. Mais pas de ce geste précis. Pendant ce temps, Ivan est dévoré par sa conscience.
Smerdiakov lui a avoué qu'il a tué Fyodor Pavlovitch. Mais en insistant sur le fait qu'il n'aurait jamais osé le faire sans les idées d'Ivan, sans ce doute radical sur Dieu et la morale. Ivan se sent alors coupable par ses pensées, par sa philosophie. Il tente de témoigner, de dire la vérité, mais la fièvre et la culpabilité le font basculer dans le délire. Ses paroles paraissent confuses, incohérentes. On ne le croit pas. Finalement, le verdict tombe. Dmitri est condamné aux travaux forcés en Sibérie. La justice a son coupable. Mais moralement, pour le lecteur, la situation est beaucoup plus complexe. Dmitri est responsable de beaucoup de choses. Mais pas forcément de ce meurtre-là. Ou en tout cas, pas seul. Partie 7. Destin des frères et ouverture finale. Après le procès, les trois frères suivent des chemins très différents, tous marqués par leur origine familiale et le destin de leur mère. Dmitri, le fils d'Adlaïda Ivanovna, celui qui a hérité de son tempérament fougueux et de sa capacité à tout brûler, est brisé par la condamnation, mais pas complètement détruit intérieurement. Peu à peu, il commence à voir dans les travaux forcés une forme de purification possible. Il évoque l'idée de recommencer à zéro, de renaître à travers la souffrance. On parle d'un projet d'évasion vers l'Amérique, mais le roman laisse planer le doute. Ce n'est pas une réponse nette, plutôt une possibilité ouverte. Ivan, le fils de Sofia Ivanovna, porte en lui le poids de la lucidité et du doute. Accablé par l'idée qu'il est moralement responsable du meurtre, non par ses actes, mais par ses idées. Il s'enfonce dans la fièvre et la folie. Il est hanté par un « diable » qui ressemble à une caricature de lui-même, un double ironique, bavard, qui le pousse dans ses contradictions. Sa raison se brise sous la pression de la culpabilité et de la souffrance. Alyosha, lui, reste debout. Il est le plus jeune, mais c'est lui qui porte, d'une certaine manière, l'avenir. Fils de la même mère qu'Ivan, mais orienté vers une autre réponse à la douleur. Il refuse à la fois la violence brutale de Dmitri et le désespoir intellectuel d'Ivan. Il choisit la voie de la responsabilité, de la bonté, de la fidélité. Dans les dernières pages, on le voit entouré d'enfants, après la mort de l'un d'eux, Ilyosha. Alyosha leur parle de mémoire, d'amitié, de la nécessité de garder au cœur les bons souvenirs pour traverser la souffrance. Ce moment n'efface pas le drame, mais il ouvre une lueur d'espoir. Malgré le mal, malgré les crimes, malgré la folie, il est encore possible de créer du lien, de la douceur, de la fraternité. Le roman ne se termine pas sur une solution philosophique qui résoudrait tout. Il se termine sur un appel silencieux. À être responsables les uns des autres. À ne pas fuir notre liberté. À ne pas nous cacher derrière nos blessures pour faire du mal à notre tour. Après avoir suivi le destin de chacun des frères, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que tout cela dit de nous-mêmes? 4 frères en nous. Passion, révolte, amour, ressentiment. Avec cette histoire de père indigne, de mère brisée, de fils perdu, les frères Karamazov nous parlent encore très directement. Ils posent des questions qui restent brûlantes. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu de nos parents? Blessures, manque, injustice? Sommes-nous condamnés à répéter la violence que nous avons subie? Ou pouvons-nous choisir un autre chemin? Que faisons-nous de notre liberté, surtout quand nous pensons que tout est permis? Jusqu'où sommes-nous responsables les uns des autres? À travers Dmitri, Ivan, Alyosha et Smerdiakov, Dostoïevski dessine 4 réponses possibles. Exploser dans les passions. Se perdre dans la révolte intellectuelle. Choisir l'amour et la responsabilité. Ou se laisser empoisonner par le ressentiment silencieux. Rien n'est propre, rien n'est simple. Mais le roman nous invite à reconnaître qu'en chacun de nous, il y a un peu de ces 4 frères. Et à décider quel frère on veut laisser parler le plus fort. Si ce voyage dans la famille Karamazov t'a parlé, si tu t'es reconnu feu dans la colère de Dmitri, les questions d'Ivan, la douceur d'Alyosha ou le silence de Smerdiakov, alors peut-être que ce roman a encore quelque chose à te dire, aujourd'hui. Les frères Karamazov est un livre long, exigeant, parfois dérangeant. Mais il peut devenir un compagnon de route, un miroir, une question ouverte dans ta vie. Sur cette chaîne, les livres prennent la parole. Je te propose de continuer à écouter ces voix-là, celles des grands textes qui interrogent nos familles, nos choix, notre rapport au bien et au mal. Si tu veux entendre d'autres livres parler, tu peux t'abonner, liker, partager. Et me dire en commentaire quel roman tu aimerais voir, prendre la parole, dans une prochaine vidéo.